Ligne droite avec toute l'équipe et ce coup-ci Maëlys est bien là avec nous, elle nous a rejoint tout à l'heure et Louis évidemment. Est-ce que nous avons la chance de recevoir Laurent Firode? Oui, Laurent Firode est là. Vous avez sorti votre nouveau film Histoire ordinaire et extraordinaire qui rompt un peu avec cette célèbre trilogie du monde d'après où on vous a redécouvert en quelque sorte. Pourquoi avoir considéré que il était maintenant nécessaire d'avoir des films peut-être un peu moins politiques, beaucoup plus sensibles, avec de très belles histoires, généralement des duos alors il y a Un dîner à quatre qui est à hurler de rire, où une dame raconte une histoire qui déconcerte absolument tout le monde, mais c'est plutôt des duos amoureux et qui viennent redonner en fait à votre cinéma cette touche vraiment sensible et humaniste que vous aviez tout à vos débuts. Parce que je suis revenu à la case départ, je pense un peu. C'est-à-dire que quand on est, je crois que quand on est un artiste, enfin c'est un peu bon, mais en tout cas on essaie de trouver sa voie artistique et c'est vrai que c'est une chose qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Donc là, comme je me suis débarrassé de tout ce qui était tout le système encombrant du cinéma. Maintenant, je m'autorise à faire les films que je souhaite faire, sans aucune contrainte. Parce que ce sont des films sans subvention aucune. Ce sont des films avec des comédiens qui ne sont pas connus du grand système, qui ne sont pas débankable, mais j'arrive à les faire. Et je vis ma vie d'artiste tranquille, comme ça, peinard, sans demander de compte à personne. Alors, vous ne demandez de compte à personne, mais grâce à Dieu, on peut voir vos films, notamment Bien à sûr. l'Espace Saint-Michel. Tout à fait. Voilà, et vous vendez les DVD Aussi, sur votre site. tout à Alors, fait. voilà, je fais la pub de Laurent Firode parce qu'en fait, voilà, il y a peu de chances que votre film soit aussi distribué que Superman 28. Donc voilà, il faut aller sur firode.com, firode.com, où vous pouvez aussi avoir cette immense production rapide, amusante et terriblement corrosive. Donc contrairement à votre film, on y reviendra, Oui. sur les films à l'arrache, Tout à fait. donc une chaîne YouTube, Oui. voilà, où vous filmez avec votre Avec une smartphone. caméra. Non, Avec une vraie caméra. Une vraie Voilà. caméra. Je l'ai chez moi, donc autant en profiter. Ah oui, ce serait dommage. Voilà. Et là, ce sont des scénettes. Vous en avez sorti une il y a encore pas longtemps, Oui. sur Nicolas Quipet, Ouais. le 10 septembre. Oui. Là, c'est ce côté bien corrosif qu'on Oui. avait connu avec Le Monde d'après. Tout à fait. Et on vous sent de plus en plus engagé de ce côté-là dans la critique de la société politique française. Bah, oui, parce que c'est de pire en pire, donc il faut vraiment réagir. Et comme on voit que justement au cinéma, les artistes, etc., ne restent les mains dans les poches et se taisent, sauf pour des causes complètement stupides et absurdes. Donc moi, je me dis, bon, bah voilà, pareil, je fais ça dans mon coin. Les vidéos font quand même beaucoup de vues. J'ai beaucoup de retours du public qui est vraiment qui me dit merci. Donc je poursuis ça. J'en tourne à peu près 5-6 par semaine. J'ai une production assez importante, mais c'est vrai que l'actualité est tellement chargée que l'inspiration est rapide à trouver, je dirais. Oui, il y a une sottise un jour, et ben le lendemain, la vidéo de Laurent Firode. Donc c'est presque assez agréable. Chaque fois qu'il y a vraiment quelque chose qui nous surprend, on se dit mais heureusement demain, Laurent Firode nous fera un truc. Donc voilà, déjà ça allège la douleur. Vous avez l'habitude pour ces films à l'arrache, comme dans votre cinéma, Oui. de travailler avec la même bande de comédiens. Ouais. Alors, et c'est formidable parce que donc il y a une jeune femme qui finit par être la gauchiste parfaite et donc qu'on retrouve en permanence en train d'avoir toutes les 6 féministes les plus idiotes. Il y a votre compagne, si je ne m'abuse, Oui, qui tout à joue au contraire la dame un tout petit peu plus âgée qui, elle, est qui est la gauchiste, vraiment, on sent qu'elle a connu Mitterrand, elle a vibré au 10 mai 1981 et là, elle est perpétuellement surprise parce que les gauchistes la dépassent en permanence sur sa gauche et donc elle essaie de rattraper le train et donc voilà, elle a du mal. Voilà. Et il y en a d'autres, des hommes plus ou moins fallot. Oui. Il y en a un qui est un peu chauve et qui est régulièrement, qui est l'espèce de bobo qui a envie de ne pas être un masculin toxique et qui finit par être une lavette abominable. Et donc on les retrouve comme ça jour après jour. Alors de temps en temps, heureusement, vous les faites changer de rôle. Oui, heureusement quand même, mais bon, on s'amuse beaucoup en même temps. Donc c'est vraiment agréable de critiquer tout ce qui se passe, bien sûr. Donc non, on s'amuse beaucoup et j'espère qu'on amuse le public.
Voilà, c'est un peu le but, amuser le public en le faisant réfléchir et réagir et aussi se dire... je pense que la remarque qui revient le plus souvent, c'est grâce à vous, je ne me sens pas seul. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors c'est parfait, c'est exactement ce que nous disent de temps en temps les auditeurs de Radio Courtoisie. Je m'en doute bien. On entend quelque chose qui fait que, Oui. perdu dans ma banlieue, je me dis, je vois bien ce que j'ai vu, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Voilà. Et dans Histoire ordinaire et extraordinaire, vous quittez ce côté politique, une fois plus, c'est le film qui vient de sortir, donc mercredi. On est là sur un... récit, c'est une dizaine de sketchs en quelque sorte. Absolument. Mais on sketch, c'est histoire, quand on dit, voilà, c'est des histoires. C'est pas un film à sketch comme dit Norisi, où on explore le couple. Ça se passe le plus souvent à Paris. Ça se passe assez souvent la nuit, et c'est une manière à chaque fois de se dire, dans l'histoire que je raconte, qu'est-ce qui me fait basculer d'un moment de tendresse à un moment d'énervement, ou au contraire d'un moment pénible à un moment de tendresse retrouvée? Oui, c'est-à-dire que comme le film en fait part du principe, ce sont des gens qui participent à un atelier d'écriture où ils sont censés apprendre à écrire une histoire. Et après, en effet, ils reviennent chez eux et voilà, et on se dit, mais si j'ai une histoire à raconter, ça serait laquelle? Et là, on va s'apercevoir que chacun essaie d'inventer sa propre vie, de la voir différemment, la fantasmer, ça peut être le récit, et on s'aperçoit, le film donne à voir que ce récit fantasmé de ce réel que l'on souhaiterait ne correspond pas au réel, ou même parfois même l'ignore, ou même à contrario. Donc le film explore en effet différents types de récits. Il y a même des récits pseudo-policiers, fantastiques, plutôt comiques. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est toujours comment la fiction s'inscrit dans notre propre vie. Parce que je pense que le réel, c'est aussi une fiction que l'on s'invente soi-même. C'est ce que je voulais montrer également. Chacun invente sa propre vie. Chacun invente sa vie, c'est-à-dire dans la manière qu'il a de la récapituler. Tout à fait. Et d'essayer de lui trouver un sens, en fait. Voilà, alors, oui. Qui en fait, au quotidien, nous fuit absolument. Absolument, parce qu'on ne prend pas le temps. Et c'est vrai que j'ai voulu faire ce film aussi pour bien montrer qu'il faut avoir le temps de comprendre sa propre vie, et quel meilleur moyen pour comprendre sa propre vie de la raconter. Alors, voilà. Laurent Firode, quand est-ce que vous allez raconter votre propre vie? Parce que voilà, vous êtes rentré dans le cinéma il y a dans les années 80, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous étiez assistant réalisateur, vous avez tourné des films. J'ai tourné un peu tout. Oui. Voilà. Donc là, 40 ans plus tard, comment est-ce que vous raconteriez votre trajectoire? Oh mon Dieu, ça serait tellement long. Non, c'est-à-dire qu'après, je pense aussi, c'est ça qui est également intéressant. Je crois que à chaque âge de notre vie s'étale comme ça, et à chaque fois on en a un regard différent. Évidemment, le regard que j'avais sur ma vie à 40 ans est complètement différent de celui que j'ai à 60 ans, et certainement il sera différent quand je serai encore plus âgé, ce que j'espère. Voilà, donc tous. Après, mais en tout cas, je pense que moi je suis vraiment un adepte de la fiction. Je pense que c'est un exercice très profitable, très intéressant de pouvoir recréer du réel à partir de notre monde imaginaire. C'est ça qui va nous nourrir, c'est ça qui va nous faire comprendre nous-mêmes et les autres, et je pense que c'est un exercice que chacun devrait accomplir, parce que raconter une histoire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que raconter une histoire? L'écouter. L'écouter, la voir au cinéma. Donc, Histoire ordinaire et extraordinaire de Laurent Firode. Ça sort au cinéma Saint-Michel. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut le voir? Alors, pour l'instant, non. Il y aura certainement une salle en banlieue bientôt, mais je n'ai pas encore la confirmation. Mais en tout cas, là, en ce moment, il est à l'espace Saint-Michel, qui est un des derniers cinémas parisiens qui est quand même autonome, où il y a vraiment une liberté pour la programmation des films. Et donc, mille merci à ce cinéma, qui est un cinéma résistant, donc. Et donc là, pour l'instant, il n'est visible que là-bas. Et je serai toujours, en fait, présent à chaque séance, et donc, pour débattre avec le public. Et ça a lieu
Une fois par jour? Alors, ça a lieu le samedi et dimanche à 19h. Le samedi et le dimanche à 19h. Bah, je rappelle que le monde d'après, 1, 2 et 3, là aussi, vous étiez dans le... J'étais présent. Vous étiez présent, les gens étaient dans la salle. Les gens étaient dans la salle et on parlait, on discutait. Ça a été des rencontres formidables. Et d'ailleurs, lors de la première projo du film, là, mercredi dernier, il y avait beaucoup de gens qui avaient vu le monde d'après, etc. Des fidèles, je dirais. Et c'est vraiment un plaisir de revoir ce public qui me suit et on discute, on parle. C'est vraiment, c'est très sympathique, quoi. Ouais. Et dans je vais être obligé de raconter, enfin pas forcément tous les sketchs. Enfin, grâce à Dieu, il y en a beaucoup trop pour que je puisse tous les raconter. Il y en a au moins un qui m'a marqué. C'est une dame qu'on imagine être journaliste à elle, enfin voilà, dans un magazine Cosmopolitan, si tant est que ça existe encore, et qui a une idée géniale. Elle va aborder un inconnu dans la rue, lui demander de raconter son histoire, parce que chacun a une histoire et c'est formidable. Et elle tombe sur quelqu'un, voilà, qui est sur un banc et une autre dame avec un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles. Et elle dit: votre visage est magnifique, madame. N'hésitez pas, racontez-moi votre histoire. Je sens que vous avez des trucs remarquables à me raconter. Et elle l'invite quelques jours plus tard chez elle, cette dame, et elle lui dit: effectivement, allons-y, racontons une histoire. Et l'autre lui dit: d'ailleurs, je suis votre ami, confiez-vous à moi comme si vous étiez mon ami. Elle commence à lui raconter une histoire, et c'est une histoire qui est géniale. Voilà. Alors, on l'entend pas la raconter. Non, on voit juste, voilà. On sent à quel point l'autre est exalté à l'idée d'avoir une histoire géniale. Et elle revient une fois encore, et l'autre lui dit: en fait, il faut que je vous dise, l'histoire que je vous raconte ne m'est jamais arrivée, ma vie est d'une platitude absolue, mon mari m'a quitté, j'ai un cancer, ma fille ne me parle plus. Alors, là, ok, là on est bien revenu dans la France de 2025. Oui. Et en plus, l'histoire que je vous raconte, c'est ce feuilleton débile qui accompagne mes journées, puisque je n'ai que ça à faire en attendant mes résultats médicaux. Wow. Et l'autre fuit. L'autre fuit parce que elle avait ce sentiment que le réel devait correspondre à ce qu'on nous montre d'ordinaire dans des fictions, voilà, style sitcom, voilà, et des choses abrutissantes comme ça, quand en fait le réel peut être beaucoup plus grave, sévère, même anodin, même je dirais, mais néanmoins qui cache une sensibilité très forte, parce que l'histoire, certainement, que cette dame a racontée, devait bien sûr, il devait y avoir plein de péripéties extraordinaires, mais tellement éloignée du monde réel, quand tout d'un coup, elle se prend ce monde réel au visage. Et d'ailleurs, à la fin, elle lui dit: mais vous voulez peut-être voir la fin de l'histoire, il y a le feuilleton qui va se remettre à être diffusé, là. Et l'autre, bien sûr, s'en va dégoûté. Et on se demande d'ailleurs si elle va écrire cette histoire-là. C'est pas sûr. Mais oui, parce que au moment où elle lui dit: en fait, je vous ai menti, mais vous m'avez dit que vous étiez une amie, donc je vous considère comme une amie, je ne vous mens pas. On se dit: mais cette tragédie, cette solitude absolue, cette vie brisée qui s'amenuise dans l'angoisse d'une mort possible, c'est une histoire remarquable. Tout à fait. C'est l'histoire que vous devriez raconter, absolument, vous, en tant que journaliste. D'ailleurs, on se souvient des reportages de Florence Aubenas partant s'intéresser au sort des femmes de ménage dans le Nord et qui en tirent des reportages qui nous ont tous fait pleurer dans le monde. Absolument. Et bien, elle, qui est donc journaliste chez Elle, décidément, on va dire que c'est chez Elle, elle trouve que non, ce qu'elle voulait, c'était des paillettes, de la couleur, de la Riviera et des palmiers. Et donc, en fait, non, pas du tout. Le réel ne correspond pas à ça. Mais j'espère quand même qu'au final, elle va se rendre compte, mais ça, le film ne le montre pas, peut-être que la vraie bonne histoire, c'est quand on scrute réellement l'autre. Voilà, on comprend ce qu'il a souhaité. Parce qu'en fait, voilà, elle racontait cette histoire extraordinaire parce qu'elle voyait bien que cette femme journaliste n'attendait que ça et que c'était pour elle, voilà, c'était une relation amicale et qu'elle passait un après-midi vraiment agréable avec elle. Mais pourquoi mentir quand on lui a dit: je suis votre amie, une amie vraiment sincère. Donc elle ne pouvait pas poursuivre dans le mensonge pour ne pas trahir cette amitié. Donc c'était une belle histoire à la fois d'amitié, une belle histoire de... Oui, un peu triste, c'est vrai. Donc il y a pas mal d'histoires tristes dans le film. C'était ma question suivante. C'est-à-dire, on sourit souvent, on rit parfois... Oui. Et il y en a deux qui vous serrent le cœur absolument. Alors, j'en raconte une autre, puis après j'arrête. C'est vous qui les dévoilerez. Donc, à chaque fois, ce sont des femmes qui participent à cet atelier de littérature. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça correspond à une certaine réalité sociologique. C'est-à-dire que ce sont surtout des femmes qui vont dans ces ateliers d'écriture, principalement,
Donc ça me paraissait tout à fait cohérent de trouver des femmes d'un certain âge d'ailleurs. Hein. Ils ont souvent plus de... Oui, elles ont entre 30 et 60 ans. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc ça me paraissait logique d'écrire surtout pour des femmes. Et c'est vrai que moi-même, j'ai plus de facilité d'écrire pour les femmes que pour les hommes. Bon, après, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai plus de facilité. Donc, et ça me paraissait plus réaliste. Enfin, c'est-à-dire que si j'avais mis plus d'hommes dans cet atelier d'écriture, c'était assez curieux, parce que quand même, il y a une réalité. C'est-à-dire que ce sont principalement les femmes qui lisent les romans, qui lisent la fiction. Les hommes sont plus attirés par les essais, les choses qui correspondent au réel. Donc, je voulais quand même rendre compte de cette réalité. Alors, et dans cette réalité, la femme revient chez elle, elle a suivi son cours d'écriture, et donc chacune prend son bloc-notes, son carnet, une feuille de papier volante, et commence à écrire une histoire, et généralement le mari débarque, et elle lui dit, et toi, c'est quoi cette histoire, et au fait... Et là, il y en a une qui est dans sa cuisine, le mari se sert un café, elle aussi, et elle lui rappelle cette histoire où en fait... elle avait besoin de lui, elle l'avait appelé, il ne répondait pas, comment c'était-il, il était 22h, mais où étais-tu? Donc, évidemment, on imagine tous, et c'est ça qui est parfait, c'est que votre cinéma joue avec les codes de la narration, et donc si une femme commence à dire à son mari où étais-tu à 22h il y a 3 mois, on est là en train de ricaner, comment va-t-il avouer qu'il voyait Gisèle ou Jérémia, enfin, qui suis-je pour juger, et lui se souvient. Et lui qui est falot à souhait, oui. Voilà, qui est gentil, on sent que sa femme le prend un peu pour un minable, et lui se souvient du moment précis où il était là d'ailleurs, en train d'essayer de se suicider en se jetant sous un train, jusqu'à ce que quelqu'un l'a raconté. Et on est là au fond de son fauteuil, on a honte d'avoir anticipé le moment où le type allait lui expliquer qu'elle l'avait fait cocu, ou le contraire. Et non, en fait, et ce que vous nous dites aussi, c'est que on passe à côté des gens sans connaître leur histoire. Absolument. Et qu'il y a une profondeur de tragique, de comique, de génie chez tous les autres, oui. Et que voilà, on passe comme si on était en train de traverser le Louvre sans regarder aucun des tableaux. Tout à fait. C'est vrai que la femme, là, dans cette histoire, souhaite raconter une anecdote. En même temps, avant, elle lui pose 2 questions. Est-ce que tu aurais une histoire à me raconter, toi? Et le pauvre gars lui dit, non, je ne vois pas. Et après, une deuxième question beaucoup plus insidieuse. Est-ce que tu aimerais que je te raconte une histoire? Et là, certainement, lui, il souhaiterait lui dire, mais peut-être j'aimerais que tu me racontes pourquoi tu ne m'aimes plus, en fait. Mais il n'ose pas lui dire. Et ensuite, elle se souvient d'une petite anecdote comme ça, assez amusante, où elle avait égaré ses clés, et elle était perdue dehors. Et elle avait appelé son mari justement pour dire mais reviens, enfin, il faut que je rentre chez moi, quoi. Donc, et lui ne répondait pas parce qu'il était sur le quai de la gare à se dire est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Donc en fait, elle a souhaité raconter une histoire et elle est passée à côté de l'histoire la plus importante en fait. Et elle ne l'a pas vue. Quoiqu'à la fin, j'ai un peu insisté sur le fait que quand son mari se tait et elle le regarde, on se dit peut-être qu'elle a soupçonné la vérité. À la fin. C'est fort possible. Je se dis, voilà, j'ai raconté une histoire totalement anecdotique. En fait, je n'ai pas vu l'histoire tragique qui était derrière ça. Oui, il y avait peut-être quelque chose qui était à découvrir. Vous dites, j'écris parce que, en fait, vous filmez avec une équipe technique assez réduite. Vous êtes 2. C'est moi. Oui. Voilà. Vous êtes derrière la caméra. Il y a quelqu'un qui a la prise de son. Voilà, c'est ça. Nous sommes 2. donc, il y a un côté cinéma vérité, nouvelle vague. Là, d'ailleurs, vous tournez à Paris parce que vous habitez à Paris. Exactement. Voilà, dans les rues que vous connaissez. Exactement. Voilà. Agathe de la Boulay, si je ne m'abuse, oui. À un moment donné, nous raconte l'un de ses tournages. Elle est censée discuter avec son compagnon d'un roman qu'elle a en tête, puisqu'elle a elle aussi son atelier d'écriture. Son compagnon, qui est une brute complète, lui explique que ses idées sont idiotes. Alors, elle lui démontre que pas du tout. Dans un petit moment, on a l'impression de lire Edgar Poe avec le détective Dupin. On est vraiment dans cette parodie-là. Et elle nous dit, en fait, on est allé voir un banc, mais en fait, à côté de ce banc, il y avait un égout. L'égout faisait un bruit terrible. Et donc,
Laurent Firode, son preneur de son et l'autre comédien, nous avons commencé à enfiler les rues de Montmartre au hasard en espérant trouver un autre banc sans égout. Et il faisait un froid de gueux, donc tout le monde se pelait. Vous étiez tout loin devant avec votre chapeau blanc et elle était à la fin en train de se dire voilà, c'est une espèce de pèlerinage des rois mages improbables. On ne cherche pas une étoile, on cherche un banc. Vous l'avez trouvé d'ailleurs. On l'a trouvé, heureusement. Mais c'est vrai que je faisais le repérage la veille et évidemment c'était parfait, impeccable. Et bien entendu, comme nous sommes arrivés sur les lieux de tournage de la séquence Passer la nuit, donc on est arrivé vers les 22h, il y avait quelqu'un de la mairie de Paris qui avait ouvert une vanne d'eau pour nettoyer les caniveaux et bien sûr, je ne pouvais pas prendre le son. Donc on a dû improviser, mais ça c'est toujours la joie du cinéma, je dirais. Même sur les grosses machines, on n'est jamais à l'abri d'une sorte de comme ça, d'un impondérable absurde qui arrive et voilà, on est bien forcé d'improviser, mais ça c'est plutôt amusant, je dirais. J'aime bien moi. Ouais. J'aime bien quand tout est trop prêt, tout est trop calculé. Moi j'aime bien ne pas être à l'abri de tout, quoi. J'aime bien être un peu voilà, sur un bateau en pleine tempête, je préfère. Bon, alors, ça tombe bien, là vous avez vraiment pris tous les risques. Vous êtes à vous seul, la moitié de votre équipe technique, donc il y a le preneur de son à côté qui court avec sa perche et ces acteurs qui acceptent on a l'impression que vous les appelez la veille pour le lendemain en disant j'ai une idée. Un peu, c'est vrai, je tourne vite, mais je pense que c'est aussi vraiment agréable, c'est-à-dire que les comédiens aiment beaucoup ça également, c'est-à-dire que comme il y a une équipe excessivement réduite, hein, évidemment, donc en fait, il n'y a pas ce temps d'attente qui est sur les autres productions d'habitude où le comédien arrive le matin, il passe au make-up, à l'habillage, il va attendre que l'éclairage s'installe, après il va se mettre à tourner, après ça on bascule sur un autre axe, il doit encore attendre. Donc ils perdent toute cette énergie et c'est vrai que les comédiens aiment beaucoup tourner avec moi parce que eh bien, quand ils arrivent sur le tournage, on tourne tout de suite en fait. On tourne tout de suite. On tourne immédiatement, il n'y a aucune attente, donc chacun reste dans son personnage, dans sa situation. Voilà, il y a par exemple un élément important, dans le film vous avez vu qu'il y a plusieurs fois, il y a des personnages qui pleurent. Oui. Ben, je tiens à dire que les larmes sont véritables. Il n'y a pas de tricherie. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis du sérum physiologique comme sur les autres tournages pour dire, ah, voilà, elle pleure tout d'un coup. Non, c'est parce qu'on était dans la scène, les comédiennes ont vraiment vécu la scène, réellement, et les larmes sont arrivées spontanément. Donc moi, j'étais là à filmer en me disant, voilà, l'émotion est présente, et c'est vraiment parfait, quoi. Rien n'est fake, quoi. Tout est réel. C'est-à-dire que chaque fois, il y avait une émotion à projeter par rapport à la scène, elle était toujours vécue à 100%. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette petite famille de comédiens, parce qu'ils savent que dans mes films, voilà, je mets les comédiens déjà en avant. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les comédiens, et que je vais leur demander d'être, non pas de jouer leur émotion, mais de la vivre vraiment. Et je pense que ça se voit à l'image. Ça se voit à l'image, et il y a quelque chose aussi qui doit les aider. On sent que c'est terriblement écrit, en fait. Oui. Parce que donc, vous les appelez la veille pour le lendemain. Non, en fait, vous leur avez donné le scénario et les dialogues. Absolument. Voilà. Et on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'improvisation possible, non, que c'est vraiment ciselé à la base, et que voilà, Iota Unum, et voilà, j'ai indiqué qu'il fallait une pause entre le troisième et le quatrième mot, tu vas la marquer s'il te plaît. C'est exactement ça, c'est vrai que le texte est très 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 écrit, mais en même temps, c'est-à-dire que quand j'écris un texte moi-même, parce que souvent je m'en suis aperçu d'ailleurs quand j'étais dans le cinéma mainstream et à la télé surtout, principalement, c'est-à-dire que les gens écrivent des scénarios pour que les scénarios soient uniquement lus par des gens qui vont décider si on le finance ou pas. Quand un scénario, à l'origine, pour moi, c'est pour faire un film, et s'il y a des dialogues, c'est pour qu'ils soient dits et prononcés. Donc, c'est pour ça que très souvent, on voit des lignes de dialogue dans les films qu'on peut voir à la télé ou au cinéma. On se dit, mais comment le comédien peut arriver à dire ça ? Quand on sent bien que ce n'est pas du langage parlé, ce n'est pas un texte pour être dit, c'est un texte pour être lu. Donc moi, je fais vraiment attention à ça, et quand j'écris un dialogue, en effet, je le dis à voix haute. Je le joue.
Donc pour ça, je le retravaille longtemps. Et quand j'en suis vraiment certain, je me dis là, ça marche. Le dialogue peut être dit, je le donne aux comédiens, on répète, et je m'aperçois, en fait, je leur dis aux comédiens, vous êtes totalement libre de changer des choses, mais en fait, comme il a été bien rodé auparavant, on ne change rien, et c'est au mot près, en effet. D'autres réalisateurs sont comme vous avec cette exigence, mais parce que ce sont des textes très écrits, mais pas très littéraires. C'est véritablement voilà. une langue. Mais en revanche, parfaite diction de vos comédiens, c'est un bonheur. On a un film où on est capable de comprendre les dialogues du premier mot au dernier mot. Il n'y a pas de musique envahissante, il n'y a pas de gens qui bredouillent, aucune syllabe n'est avalée. Et en même temps, on n'a pas non plus l'impression d'écouter Mounet Sully en train de mouler des vers d'Edmond Rostand sur la scène du français. Et dans les dialogues que vous filmez, il y a aussi les silences que vous filmez. Et on sent qu'il y a une partie, si je veux dire, de la partition, c'est celui qui ne dit rien et qui écoute. Et là, avec le visage qui change plus ou moins imperceptiblement. Et ça aussi, c'est remarquable parce que nous, spectateurs, nous voyons, si j'ose dire, à l'écran en train d'entendre ce dialogue. Oui. Et ce sont les réactions de celui qui se tait qui dictent un peu la manière dont on doit le recevoir. Absolument. Parce que je crois que l'émotion apparaît, que ce soit une émotion triste ou joyeuse, l'émotion apparaît toujours dans des moments de silence, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous abreuve de films qui sont excessivement rapides, mais en fait, c'est une rapidité qui masque un discours indigent. En fait, on pense que parce qu'on va faire un montage excessivement rapide, sans aucun silence, on aura un rythme très, très, très soutenu, qu'en fait, on aura juste une musique lancinante, rapide et ennuyeuse au final. Donc moi, c'est vrai que je pense que ce qui est plus important, même dans le jeu des comédiens, c'est les moments de silence plus que le dialogue, en fait, carrément, parce que c'est là où l'émotion apparaît, et c'est là où on comprend toute la portée des mots qui peuvent paraître comme ça anodins, mais on comprend comment, quand la parole a été reçue, elle a pu toucher la personne. Donc voilà, c'est un film principalement d'émotion, mais aussi des choses très quotidiennes, en fait. Voilà, j'ai pas voulu faire un film où il y a... c'est-à-dire que les émotions... ce sont pas... j'ai parlé de quelqu'un qui est malade, mais voilà, c'est la vie conjugale, la vie amicale. Absolument. Il n'y a pas de... c'est pas quelqu'un qui cherche à caser son enfant parce que il est atteint d'une maladie terrible. Enfin, je fais allusion à un film absolument remarquable qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Mais on est vraiment étreint par l'émotion, et heureusement par le rire. Vous terminez par quelque chose de joyeux, parce que là, après avoir, j'ai raconté 2 sketchs qui sont pas forcément les plus amusants. Il y en a d'autres qui sont vraiment drôles. Bon, j'ai oublié ma question au milieu de mes éloges, mais ça tombe bien, c'est presque fini. Donc, Histoire ordinaire et extraordinaire, tous les samedis et dimanches, au moins dans un premier temps à l'Espace Saint-Michel. Vous serez là pour répondre aux questions du public, voilà, et leur expliquer comment on écrit un film, comment on le réalise, comment on finit par sauver le cinéma français en étant juste 2, voilà. Et donc, on peut le faire. Voilà. Un autre cinéma est possible. Un autre cinéma est possible. Et merci beaucoup d'en être le parfait artisan, Laurent Firode. Merci. Voilà. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. Merci.